les avantages, quand on commence à parler de Canon, j'ai envie de dire que les avantages, bah, ça commence par l'ergonomie. On sent que c'est des boîtiers qui ont été faits qui ont été polis, conçus, petit à petit, petite touche par petite touche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, personnellement, c'est les boîtiers avec lesquels je me sens les plus à l'aise sur le marché. C'est vrai que quand vous les avez en main, bah, il n'y a aucun angle droit. Regardez toutes ces formes-là. Je trouve que c'est parmi les boîtiers les plus beaux sur le marché. Et les boîtiers aussi qu'on a le mieux en main. Le dégagement ici entre le grip et l'objectif est extrêmement agréable. J'ai pas les doigts coincés comme parfois j'ai un peu sur Sony. La manière dont le grip tombe, voyez ici, j'ai absolument aucun doigt qui tombe dessous. La manière dont les boutons sont placés, vous voyez par exemple ici cette molette avant qui n'est pas comme certaines marques l'ont ici. Moi, franchement, je me sens plus à l'aise de l'avoir ici. J'aime beaucoup le placement des boutons entre l'obturateur et le bouton vidéo. Bref, sincèrement, on voit qu'ils sont encore en train de se chercher, hein. C'est rigolo, à chaque appareil, ils ont déplacé le bouton on-off, ils ont déplacé le bouton photo-vidéo. On voit qu'ils font des petits ajustements qu'ils cherchent, mais c'est assez étonnant quand même de voir à quel point, aujourd'hui, le compromis qu'ils ont en fait que c'est probablement une des meilleures ergonomies sur le marché. Et en fait, comment ne pas parler du Canon R3, qui est aussi probablement l'appareil photo le plus beau du marché, avec ce design en nid d'abeille là. Magnifique, un monobloc, la gestion du poids qui était extrêmement travaillée pour pas être aussi lourd hein, qu'un tank comme un Nikon Z9 quand on l'a dans la main. Ouais, moi je trouve que sur les boîtiers c'est vrai qu'ils sont très très bons les mecs et on se dit quand même que ça fait 50, 60 ou plus hein, qui font ça et qu'ils écoutent les retours et que peu à peu ils sont arrivés à une formule qui aujourd'hui marche extrêmement bien. Et il en va de même de la facilité d'utilisation. Aujourd'hui, c'est la seule marque qui a un écran tactile qui est aussi réactif que celui d'un smartphone. Je vois aucune différence aujourd'hui entre entre n'importe quel Canon et par exemple mon iPhone. C'est exactement la même qualité de tactile, la même réactivité. Tout a été prévu pour le tactile. Il n'y a pas un endroit oui, un endroit non. Oui, ça a été moyennement pensé pour le tactile. Absolument tout a été pensé pour le tactile. Vous voyez ici, par exemple, ici, pouvoir lire une vidéo et pouvoir se déplacer dans la barre, ça peut vous paraître rien. Sur un Sony, on sait pas faire ça, hein. Donc, clairement, en termes d'ergonomie comme ça, de facilité d'utilisation, c'est des boîtiers qui déchirent. Vraiment, ils déchirent. C'est la même chose sur les menus. Vous savez, on est tous, parfois, ah putain, ce menu-là, où est-ce qu'il va se ranger? Il n'y a pas une marque dans laquelle on se retrouve aussi bien dans le menu et on trouve assez rapidement finalement ce qu'on cherche. Vous voyez, même la façon dont c'est organisé avec ses couleurs est très très bien organisée et moi j'aime le fait que les pages, vous voyez, soient aérées. Ils ne cherchent pas à mettre tous les menus les uns après les autres, ils ont essayé d'avoir une certaine logique et quelque part d'aérer les menus. Moi c'est vrai que c'est quelque chose où ils sont reconnus par à peu près tout le monde aujourd'hui pour la qualité de leur menu. Donc clairement, en termes d'ergonomie et de facilité d'utilisation, ils ont toujours eu un temps d'avance. Bon après évidemment, hein, il faut aussi parler de la qualité d'image parce que le but final c'est quand même d'avoir une photo dont on est fier et qu'on va pouvoir travailler sur l'ordinateur et compagnie. C'est vrai que Canon, autant des réflexes, avait quand même un peu de retard notamment sur ce qu'était capable de faire Sony en termes de dynamique, en termes de récupération des hautes lumières, en termes de débouchage des ombres. Il fallait pas se tromper dans les ISO, hein, parce que tout de suite on avait des ombres qui étaient absolument dégueulasses. Bah ça a été vraiment réglé avec le Canon R5 et avec le Canon R6. Ils sont vraiment passés dans une nouvelle génération de capteurs. Et franchement, depuis qu'ils sont passés à cette génération, à partir des Canon R6 et des Canon R5, aujourd'hui, je trouve qu'ils sont à peu près au même niveau que font les meilleurs sur le marché. Donc, il n'y a absolument aucun problème pour récupérer les hautes lumières. Il n'y a absolument aucun problème pour déboucher les ombres. Les fichiers RAW se tiennent bien quand on les manipule. On n'a pas de shift de couleur, de magenta comme on avait vraiment avant. Je trouve que voilà, en termes de dynamique aussi, quand vous regardez hein, sur Photon to Photo, on n'a pas de problème de dynamique. Un Canon R5, il propose aujourd'hui la meilleure dynamique. C'est équivalent à ce que fait Sony. Donc, il n'y a pas de frustration à avoir une dynamique moins élevée. La montée en ISO est aussi très très bonne. Donc c'est vrai qu'en termes de qualité d'image, aujourd'hui, Canon, ils font d'excellents capteurs, hein. Ils sont comme Sony, ils font leurs propres capteurs. C'est pas le cas de Fujifilm, c'est pas le cas de Nikon, hein. Donc ils font partie des derniers Canon à être capables soi-même de créer ces capteurs. Donc c'est pas rien. Et l'avantage qu'a Canon, c'est quand même les couleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je fais une photo avec mon Canon ou avec mon Sony, je sais que généralement, j'ai plus confiance
dans mon Canon que dans mon Sony. Le Sony, il fait pas des mauvaises photos, mais je trouve quand même que le Canon est quand même supérieur. Le Sony a tendance à tirer vers le jaune, vers le vert, ça va dépendre un peu des fois, la balance des blancs est pas toujours bonne. Moi, je trouve que de manière générale, la teinte de peau qui sort de ces Canons-là est absolument magnifique et clairement, ils ont toujours eu un temps d'avance et j'estime encore aujourd'hui qu'ils gardent cette avance-là. Un autre domaine où c'est les rois, bah, c'est l'autofocus. Clairement, lorsqu'ils ont arrivé, c'est incroyable parce que le bond qu'ils ont fait entre le Canon EOS R, qui est le premier hybride, et quand ils sont passés au R5 et au R6, est absolument dingue. Encore une fois, ça montre à quel point ils sont capables de réagir, les mecs. Et aujourd'hui, pour moi, ils ont le meilleur système autofocus du marché. Pour moi, c'est légèrement supérieur à ce que fait Sony. Ça se débat selon certains cas. Mais franchement, aujourd'hui, je vois bien, hein, au début, j'étais un des seuls à dire ça, et depuis, bah, Manny Ortiz dit la même chose, Jared Pollins dit la même chose, Tony Northrup dit la même chose. Là où ils sont devenus très très bons, c'est la détection des yeux, et surtout la détection des sujets. Donc voilà, c'est vrai qu'en termes d'autofocus, franchement, bravo. Vraiment, bravo. Le Canon R3 est celui qui a évidemment le meilleur autofocus, mais ils ont partagé les algorithmes. Ils ont mis les mêmes algorithmes que le Canon R3, ils les ont mis dans le Canon R7, ils les ont mis dans le Canon R6 Mark II. Donc il y a énormément de boîtiers comme ça qui partagent les mêmes algorithmes et ils ont tous un autofocus qui est absolument dingue. Et il suffit de regarder quand même, hein. Moi j'ai regardé pendant la Coupe du Monde, je regarde énormément la Formule 1, je regarde qu'est-ce qu'ils utilisent en Formule 1. On se rend bien compte que sur le bord du terrain, on a surtout des Canon, hein. C'est pareil, l'innovation qu'ils ont faite avec le Canon R3, pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire que vous mettez votre œil dans le viseur et au lieu de changer en fait la position du collimateur, vous voyez ici d'habitude je change avec le joystick, bah là il suffit de regarder dans le viseur et automatiquement il détecte où est-ce que vous regardez et il modifie la position du collimateur. Moi je l'avais utilisé par exemple, je me rappelle dans un match de handball, bah, c'était phénoménal. La balle elle passait très très vite dans l'image, c'est clairement, si on doit bouger le joystick, c'est très très compliqué. Et ben là, j'arrivais à faire des choses absolument dingues. Il suffisait avec mon œil que je regarde les joueurs et ça marchait très très bien. Alors, c'est une technologie il y en a pour qui ça marche très très bien, il y en a pour qui ça marche moins bien. Les porteurs de lunettes sont pas super super à l'aise avec cette technologie-là. Moi, j'avoue que à chaque fois que je l'ai utilisé, ça marchait bien. Ça m'a un peu épuisé parce que il faut sans arrêt recalibrer, recalibrer pour que ça marche bien. Il faut faire attention à la position de son œil. Donc, je dis pas que la technologie est 100% parfaite, mais c'est une technologie aujourd'hui qui est unique à Canon. Canon a déjà dit que ils allaient la mettre dans d'autres boîtiers dans le futur. Donc ça, encore une fois, ils ont quelques exclusivités comme ça où on voit qu'en termes de technologie, ils ont vraiment la volonté d'être leader dans ce domaine-là. Et au final, le truc qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, en prenant un hybride Canon, bah ils ont tous un super autofocus. Même en APS-C, même un Canon R10 à 1000 € est top et un Canon R7 a les mêmes algos qu'un R3. En plein format, un Canon R8 à 1800 € est bluffant et évidemment, hein, tous les modèles plus haut de gamme pareil. D'autant qu'un autofocus performant, bah on va en profiter à fond qu'avec une rafale rapide. Et là aussi, ils sont au rendez-vous. Tous les hybrides ont des rafales rapides. C'est ce qui me fait penser que la guerre de l'autofocus et de la rafale rapide est au cœur de la stratégie de Canon. L'autre truc que j'aime beaucoup chez Canon, c'est leurs objectifs. Ils ont des objectifs qui sont uniques sur le marché. Alors oui, hein, ils coûtent cher, on va en parler un peu tout à l'heure. Mais c'est vrai que moi aujourd'hui, ce 28-70 f2, unique sur le marché. Mon objectif préféré sur le marché, c'est mon 85 1.2. C'est lui que j'utilise le plus. Il est unique sur le marché aujourd'hui. Sony n'a pas de 85 1.2. Nikon vient d'en avoir un d'ailleurs que je vous ai testé. Ils ont aussi, c'est les seuls à faire des 70-200 2.8 et 70-200 f4 compacts. Donc vraiment des objectifs où d'habitude on n'imagine pas un 70-200 de cette taille-là. Ils ont aussi un 51.8 et un 16 2.8 que j'aime beaucoup parce qu'ils sont extrêmement légers et extrêmement compacts. Un 16 mm 2.8 de la taille qu'il est, c'est pépite. C'est un objectif que j'amène partout. Ils ont aussi un 15-35 et un 14-35. Hein. D'habitude les marques font des 16-35. Là ils ont 14-35 et 15-35. Et en plus, la majorité de ces objectifs-là sont stabilisés. Un 24-70 stabilisé, un 15-35 stabilisé. C'est des objectifs qui, chez les autres marques, généralement, ne sont pas stabilisés, notamment chez Sony, ce qui leur permet, en fait, d'aller travailler avec la stabilisation du capteur et d'avoir une stabilisation qui est meilleure, probablement, que ce qui peut se faire
ailleurs. Et justement, hein, si on parle de la stabilisation, bah, ils sont capables, grâce à cette maîtrise de la stabilisation, d'avoir des fonctions innovantes qu'aujourd'hui on connaît dans aucune autre marque. Par exemple, ils sont capables de faire le niveau automatique sur le Canon R7. Donc si votre appareil il est pas bien de niveau, automatiquement, avec la stabilisation, il remet de niveau votre capteur. Vraiment étonnant. Et là, ils viennent de lancer sur le Canon R3, ils utilisent la stabilisation de l'objectif pour améliorer votre taux de réussite des photos quand vous essayez de faire un filet. Donc en termes de stabilisation, je trouve aussi qu'ils ont vraiment la volonté aussi de bien maîtriser cette technologie-là et d'aller encore plus loin probablement que les autres. Pour finir, au niveau des avantages, bah, j'ai envie de parler de la politique de mise à jour. Depuis le premier hybride, le Canon EOS R, chaque hybride qui est sorti a toujours eu des mises à jour qui vont vraiment ajouter des fonctions, et ce, pendant une durée qui est relativement longue. Oui, on peut toujours faire mieux, on peut toujours dire qu'on aurait aimé avoir mieux, plus de fonctions et compagnie, n'empêche que moi, je vois chez Sony, j'ai aucune mise à jour sur aucun des boîtiers. Même un boîtier à 7000 euros, j'ai pas de mise à jour. Là, on voit bien que sur tous les boîtiers Canon, on a quand même des mises à jour de manière régulière et avec des nouvelles fonctions. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Bon, évidemment, tout n'est pas parfait et on va parler maintenant des trucs qui pourraient être mieux, clairement. Et on va commencer par les objectifs. Les objectifs Canon, ils sont chers. Ils sont vraiment très chers et ils sont parfois aussi un peu lourds. Hein. Un 28-70 f2, ça pèse un âne mort. Il y a certains objectifs comme ça, un 85 1.2 qui sont un peu lourds, un 85 f2 qui est aussi pas le plus léger parce qu'ils ont décidé de mettre de la macro dedans, mais c'est des objectifs qui globalement sont quand même assez chers. Si aujourd'hui vous voulez un 24-70 2.8, que vous voulez un 70-200 2.8, que vous voulez un 150-600, bah clairement chez Canon ça va vous coûter un bras, on va pas se mentir. C'est des objectifs qui sont extrêmement qualitatifs, mais alors ils sont extrêmement chers. Hein. Et on a toujours des gros manques aussi dans la gamme. Typiquement, on n'a aucun objectif en 1.4. On n'a aucun 12 ou 14 mm à grande ouverture avec lesquels on irait faire la Voie lactée, par exemple. Et on a des solutions qui sont vraiment limitées si vous avez prévu de faire de l'animalier. Donc, c'est vrai que c'est pas parfait non plus sur les objectifs et on a la bague qui vous permet d'adapter tous les objectifs qui sont prévus pour les réflexes. N'empêche que vous atteindrez jamais les performances avec les objectifs réflexes. Vous atteindrez jamais les performances aujourd'hui qu'on a avec des objectifs RF. Donc oui, c'est une solution de dépannage, mais c'est pas une solution qui exploite à 100% aujourd'hui vos hybrides Canon. Et donc, bah en fait, ce qui manque beaucoup, c'est la présence de Sigma et de Tamron. Aujourd'hui, Sigma et Tamron bah, sont probablement la raison pour laquelle beaucoup achètent un boîtier Sony. C'est pour pouvoir profiter de ces objectifs incroyables que sont capables de faire Sigma et Tamron. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Un Sigma et Tamron, bah, si vous voulez un 24-70 2.8, un 70-200 2.8 ou un 150-600, ils ont tous ils ont tous des propositions. Ça va faire un marché qui est hyper riche. Vous allez payer ça plus de 2 fois moins cher par rapport au prix constructeur. Et vous allez avoir aucune perte par rapport à l'autofocus. Donc clairement, ne pas avoir Sigma et Tamron, c'est aujourd'hui un énorme boulet. C'est pareil, l'ergonomie est top, mais il y a quand même une configurabilité qui est limitée. Vous voyez ici, quand je prends par exemple un bouton, bah vous allez vous rendre compte qu'il y a certains boutons sur lesquels vous pouvez mettre certaines fonctions, il y a d'autres fonctions qui vont pas pouvoir être mises sur certains boutons, et il y a des fonctions tout simplement qui n'existent pas. Moi, typiquement, sur le Sony, une fonction que j'aime beaucoup utiliser, c'est changer, vous savez, la vitesse d'ISO minimum. Et moi, je clique ici sur mon Sony, vous voyez, je peux régler ma vitesse minimale en 2 secondes, donc qui est liée aux ISO automatiques, c'est quelque chose que j'utilise toute la journée. Bah, aujourd'hui, cette fonction-là, vous voyez, par exemple, je ne peux pas l'avoir sur Canon, parce qu'on a moins de fonctions qu'on peut attribuer sur un bouton que sur un boîtier Sony. Donc c'est vrai qu'en termes de configurabilité, parfois, on est quand même un peu limité. Sur beaucoup de boîtiers Canon, aujourd'hui, on a un mix des formats de stockage. C'est-à-dire que, par exemple, sur mon Canon R5 ici, j'ai une CF Express ici et une carte SD ici. Moi, personnellement, j'aime bien avoir 2 fois le même support de stockage parce qu'en termes de sauvegarde, bah, on peut faire exactement 2 fois la même chose, alors que ici, c'est pas possible. Une carte SD peut pas suivre la cadence d'une carte CF Express. En photo, bah, ce qui m'agace, c'est par exemple qu'on puisse pas prendre une photo de plus de 30 secondes. Par exemple, aujourd'hui, sur un boîtier Nikon ou Fujifilm, mais j'ai zéro problème pour faire ça. Là, dès que je veux aller à plus de 30 secondes, bah, j'ai le boîtier qui s'arrête, comme si on était encore en 1980. Et ça, c'est extrêmement pénible. Parce que, par exemple, si j'ai envie de faire une photo de 2 minutes, oui, il y a de minuteur bulbe, etc., mais c'est beaucoup moins pratique. Bah, moi, j'aimerais ici pouvoir aller à 2 minutes. Pourquoi limiter à 30 secondes, comme si on était encore dans les années 80?
J'ai ça sur un Nikon ou j'ai ça sur un Fujifilm. J'aimerais beaucoup avoir ça aussi sur un Canon. C'est pareil, la mesure spot, bah évidemment, elle existe. Je peux venir la sélectionner ici, sauf qu'elle va être bloquée au centre. Vous voyez, c'est le rond qui est au centre ici et il n'est pas lié à mon collimateur. Ça, c'est pénible. Dans toutes les autres marques du marché, je peux avoir ma mesure spot liée à la position de mon collimateur. Et ça paraît vraiment tout ce qu'il y a de plus banal. Ici, c'est absolument pas possible et ça fait vraiment partie des choses qui sont pénibles. La première chose qui fait grincer des dents en vidéo, c'est que bah, vous êtes en 8 bits quasiment tout le temps lorsque vous faites de la vidéo, sauf si vous décidez de travailler en log ou en HDRPQ. Mais si vous ne travaillez pas en log, c'est impossible de faire du 10 bits. Ça quand même, c'est vraiment pénible. Qui dit travailler en log, dit travailler en C-Log 3. Et le C-Log 3 chez Canon est pas extraordinaire. On va pas se mentir. C'est un log qui s'étalonne pas toujours facilement et qui a une plage dynamique qui est au moins 2 stops inférieure à ce que fait Sony ou à ce que font par exemple Panasonic. Ils ont un C-Log 2 qui est bien meilleur, qui va être utilisé par exemple dans d'autres caméras, mais la majorité des appareils, des hybrides aujourd'hui Canon ne disposent pas du C-Log 2. À ma connaissance, le seul boîtier plein format où on peut faire de la 4K 120, c'est le Canon R3, mais malheureusement, il le fait sans le son. C'est quand même une contrainte importante en termes de port, et c'est le cas aussi sur l'appareil le plus élevé comme le Canon R3, c'est micro HDMI seulement. On n'a aucun HDMI pleine taille aujourd'hui disponible sur un boîtier Canon. Le micro HDMI, c'est quelque chose qui casse, c'est quelque chose vraiment, c'est embêtant le micro HDMI. Donc ça aussi, c'est vrai que les vidéastes, clairement, c'est quelque chose qu'ils vont pas aimer. Autre truc pénible en vidéo, regardez ici, je vais tourner ma vidéo, j'ai mon niveau, j'ai mon histogramme, j'appuie sur record, je perds mon histogramme, je perds mon niveau. Donc pendant que je suis en train de filmer, je filme à l'aveugle. Ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment, vraiment pénible. Je vous ai parlé tout à l'heure de la stabilisation, elle est excellente majoritairement, mais c'est vrai que sur les modèles A, sauf peut-être le Canon R6 Mark II, elle est connue aussi pour faire ce qu'on appelle danser dans les coins. Vous avez les coins ici qui sont en train de bouger, qui sont en fait les effets de parallaxe liés à la stabilisation de votre capteur. Et c'est vrai que au centre, c'est extrêmement bien stabilisé, mais sur les côtés ici, vous voyez des choses un peu bizarres. Donc évidemment, c'est uniquement sur les grands angles, donc tout ce qui est en dessous de 24 mm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, dont Peter McKinnon, qui est probablement un des ambassadeurs Canon les plus connus, qui aujourd'hui parle de ces phénomènes de vacillement en vidéo. Donc c'est à connaître. Ils sont en train de travailler dessus. Un Canon R6 Mark II, je trouve, vacille beaucoup moins. La surchauffe, puisqu'on parle de la vidéo, c'est vraiment ce qui a fait le plus parler quand le Canon R6 et le Canon R5 sont arrivés. Pour moi, sur le R5, le problème est quasiment réglé. Ils ont fait des mises à jour, beaucoup de mises à jour. Ils ont travaillé sur le sujet. Aujourd'hui, l'appareil photo qui surchauffe le plus, ça reste le Canon R6 première génération. Les outils, les vidéastes aiment beaucoup avoir des outils. Ils aiment, alors là, je vous ai montré qu'on perdait l'histogramme, qu'on perdait les niveaux, mais ils aiment aussi avoir des vectorscopes, ils aiment avoir du waveform, ils aiment avoir des outils particuliers. Il y a les fausses couleurs dans les derniers Canon, ça c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'en termes d'outils, on est extrêmement limité. Il n'y a rien pour l'anamorphique, il n'y a rien pour faire de la 4K ciné, tous ces trucs-là, il n'y a pas du tout. C'est pourquoi Canon a une gamme vidéo qu'il faut aussi connaître. Donc, on a le R5C qui est un appareil qui est un peu étrange. Quand vous le regardez, il n'a pas de stabilisation, la batterie est extrêmement faible. Voilà. Il a un espèce de double menu parce qu'il faut savoir que la gamme cinéma chez Canon a un menu qui est complètement différent. Et en fait, on dirait que c'est deux départements qui ne travaillent pas ensemble. Parce que même l'autofocus, si vous êtes dans le monde vidéo et que vous avez ce Cinema Line chez Canon, bah vous allez avoir un autofocus qui est beaucoup moins bon que celui qu'on connaît sur les boîtiers photo qui font de la vidéo. Donc c'est vrai que et ces menus vidéo sont extrêmement riches et extrêmement complexes. Moi j'ai trouvé à utiliser. Ça s'adresse pas à un débutant très clairement. Donc c'est vrai que voilà, en termes de vidéo, c'est un peu plus compliqué. De même, moi il y a certains trucs, vous voyez ici, quand je me mets en vidéo chez Canon, vous voyez ici, je suis en manuel, pas de problème. Mais dès que je vais passer en AV, regardez, mes ISO ont disparu. Et ici, ma vitesse a disparu. Donc je ne sais pas quelle vitesse il utilise, je ne sais pas quel ISO il utilise. En fait, à partir du moment où je suis en AV ou en TV, je sais pas pourquoi, il considère que je peux plus changer mes ISO. Et il considère que ici, moi, je peux pas savoir quelle ouverture il a déterminée, en fait. Ça, c'est vrai qu'en termes d'ergonomie, c'est des choses qui personnellement me perturbent. Je veux avoir une vision sur toutes les valeurs de mon triangle d'exposition. Et même si je suis en AV ou en TV, je veux pouvoir changer les ISO automatiques.
En vidéo, c'est quelque chose qui n'est pas possible. En photo, vous voyez, j'ai aucun problème. En photo, je vois bien mes paramètres. Aucun problème. Mais dès que je passe dans l'univers vidéo, mes ISO, bah, je peux plus les changer. Bon allez, j'arrête de râler sur la partie vidéo, il faut leur reconnaître aussi des points forts, notamment le fait d'avoir une 4K très détaillée, avec du suréchantillonnage sur la majorité de la gamme, et surtout de proposer de la 4K 60 fps, quasiment sans aucun crop, là où Panasonic et Sony appliquent un crop de 1.5 sur la majorité de leurs boîtiers. Enfin, j'avais envie de terminer sur l'autofocus, parce que je vous ai dit que c'était les rois de l'autofocus, mais c'était pas non plus parfait. En termes de détection, il est vraiment excellent. Par contre, quand il détecte pas un sujet, moi par exemple sur ce que j'appelle le suivi d'un motif, et c'est quelque chose que je vais utiliser beaucoup quand je vous fais les images produits d'un objectif par exemple ou d'un appareil photo, je vais lui demander de traquer un motif. Là par contre, il est bon, mais il n'est pas excellent. Alors qu'un Sony, je le mettrais vraiment dans la case excellent. Donc tout ça pour dire, quand il y a la détection des sujets des yeux, merveilleux. Quand vous essayez surtout de suivre un motif, bah probablement un peu moins bon. Bon, je pense que vous l'avez compris, cette vidéo, elle était évidemment pas sponsorisée. Vous savez que le meilleur moyen de me soutenir, c'est en passant par ipln.fr et en mettant mon code créateur Damien. Moi, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous utilisez un appareil Canon, bah, n'hésitez pas à compléter cette vidéo, qu'on en fasse un espèce de recueil de retour d'expérience des canonistes que vous aimeriez que demain Canon améliore. Allez, salut!